Bonjour à toutes et bonjour à tous pour notre émission Hadash Yamenu. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Rivon Krigier et moi, Julien Darmon. Bonjour. Spécialiste de littérature rabbinique, directeur de collection chez Albin Michel. Vous êtes parmi les principaux artisans d'un ouvrage tout à fait exceptionnel, qui s'appelle Une histoire juive de la France, qui est une véritable somme, plus d'1 millier de pages, qui couvre une période de 2000 ans, rédigée par plus de 150 contributeurs, et qui comporte aussi 400 illustrations magnifiquement mises en page. Tout ça est tout à fait remarquable, publié aux éditions Albin Michel, sous la direction de Sylviane Goldberg. Alors, je voudrais qu'on s'arrête juste pour commencer, si vous voulez bien, sur le titre de l'ouvrage. Donc, Histoire juive de la France, et pas Histoire des Juifs de France, ni Histoire de la pensée juive française, etc. Donc, comment est née l'idée de ce livre? Quelle est l'idée de ce livre? Et comment vous avez conçu aussi son élaboration? Alors, ce livre s'inscrit dans une série d'encyclopédies que Jean Moutapa, qui est le directeur du département chez Albin Michel, a conçu maintenant depuis une grosse quinzaine d'années, on va dire. On avait commencé par Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours, qui était dirigé par Mohamed Harkoun, qui était un ouvrage pionnier. À l'époque, c'était encore en noir et blanc, mais c'était déjà comme ça des gros ouvrages encyclopédiques, richement illustrés, très pédagogiques, avec évidemment, voilà, quand on fait Histoire de l'islam en France, ça a un import qui n'est pas que académique. C'est aussi une question civique, politique, etc. Et ça a toujours été l'orientation. Et après, donc, Histoire de l'islam en France, on a fait Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, dirigé par Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb, et dont Sylviane Goldberg dirigeait déjà la 4e partie, qui était la partie transversalité, donc interculturelle. Et donc on s'est dit, évidemment, un jour il va falloir qu'on fasse aussi Histoire des Juifs en France, sauf que pour le coup, Histoire des relations juifs-musulmans, Histoire de l'islam en France, ça n'avait jamais été fait. Des histoires des Juifs en ou de France, il y en a déjà plein. Donc il n'était pas question d'en faire une nouvelle, et comme notre angle, c'était toujours cette question de penser les croisements, les interpollinisations, les rencontres heureuses ou malheureuses, c'était de partir de cette idée de comment est-ce que le fait France croise le fait juif, et comment défaire précisément ce qui a toujours été fait dans les histoires des Juifs de France, c'est-à-dire qu'on traite les Juifs en France comme une réalité qui est en fait extérieure à l'histoire de France proprement dite. Alors, je vais lire juste un mot de l'introduction, qui est ce que vous dites. Toute la culture française est imprégnée par une relation unique en son genre avec le fait juif, et inversement, il est possible d'affirmer que le judaïsme d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans sa longue histoire avec la France, son peuple et sa culture. Voilà. Ce qu'on voulait éviter, c'est de faire une histoire, une histoire ghettoisée des Juifs de France. On voulait pas ça. On voulait montrer comment c'est intégré dès le début à l'histoire de France en général. On voulait éviter ce qu'on voit tout le temps, c'est-à-dire 50 pages sur le Moyen-Âge, rien jusqu'à la Révolution, et puis ensuite on s'arrête à la Shoah. Donc on voulait montrer qu'il y a un avant, qu'il y a un pendant, qu'il y a un après. Et on voulait montrer enfin que les Juifs sont pas seulement des victimes de persécution, des victimes de la Shoah, des victimes d'antisémitisme, mais que ce sont des acteurs culturels, des acteurs politiques, quand par exemple Voltaire écrit des choses vraiment pas très jolies, pour le dire gentiment, sur les Juifs, et il y a des Juifs français qui prennent la plume pour écrire à Voltaire. Pour lui dire, mais non, mais ce que vous dites sur les Juifs et les judaïstes, c'est n'importe quoi. Et c'est des livres qui sont ensuite édités, et qui sont plusieurs fois réédités, donc ça veut dire que ça intéresse le lecteur en français. 2000 ans d'histoire,
Comment vous avez fait le choix quand même des sujets qui, sous cet angle-là, étaient vraiment extrêmement multiples? Est-ce que vous avez tout balayé? Est-ce que vous avez fait le choix? En fait, ça a pris des années et des années. Moi, j'ai regardé la date de mon premier document Word, c'est le premier sommaire, ça date de 2007. Et on a donné le bon à tirer de l'encyclopédie fin juillet, là, 2023. Et jusqu'au dernier moment où presque on a rajouté, on a enlevé des sujets, parce que forcément on a une carte mentale au début, en se disant bah voilà, on va traiter ceci, cela. Bon, déjà, bon, moi je suis un peu spécialisé de la question. Sylviane, c'est une immense universitaire qui travaille sur cette question de l'histoire juive depuis le début de sa carrière, et elle vient de prendre sa retraite. Et elle connaît tout le monde, donc avec le comité, on a forcément plein d'idées. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a récupéré tous les articles qu'on a commandés, on se rend compte d'une part qu'il y a des choses qui sont peut-être pas utiles, qui débordent un petit peu dans l'unité du propos qu'on veut avoir, et puis on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on a oubliées qu'il faut rajouter. Donc oui, il y a beaucoup de choses dedans, et il y a sans doute aussi beaucoup de choses qui manquent, mais faire un livre, c'est renoncer à faire le grand livre du tout, c'est toujours comme ça. Votre Crégier, un petit mot? Oui, d'abord dire que pour avoir déjà abondamment parcouru cet ouvrage, je tiens vraiment à dire que c'est une œuvre d'exception, remarquable. On a une forme d'encyclopédie de l'histoire juive de France, et comme vous l'avez très très bien souligné dans votre propos pour l'instant, elle donne à voir des angles morts. Et c'est là peut-être l'apport, à mon sens, principal de cet ouvrage, c'est que effectivement, on connaît une certaine littérature historique du judaïsme de France, mais des tas d'aspects méconnus du grand public apparaissent en pleine lumière et avec des illustrations que, en ce qui me concerne, je vois pour la première fois, notamment sur la contribution des artistes, des acteurs, des musiciens, des penseurs. Enfin, c'est quelque chose qui donne à voir du jamais vu. Donc vraiment, je ne peux que souligner à quel point c'est un livre qui va compter dans l'histoire éditoriale du judaïsme. À titre personnel, j'ai des frustrations, mais c'est presque inéluctable quand je pense que j'en ai beaucoup plus que je m'en doute. J'ai des frustrations puisque on aborde un certain nombre de sujets, parfois presque dans les titres, et on a envie d'avoir un peu plus de substance. Alors, je me dis que cette encyclopédie, c'est peut-être le commencement d'une œuvre plutôt qu'un aboutissement. Alors, déjà, quand on fait un livre, on a des contraintes matérielles, ça, il faut bien le voir. C'est-à-dire, si on veut qu'il reste lisible, si on veut qu'il reste maniable, on pouvait pas dépasser un certain nombre de pages. On s'était fixé 1100 pages maximum, et vraiment, dans les derniers mois, c'était toujours la panique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoutait un chapitre qui faisait 72 pages, 91 pages, j'avais Jean Moutapa qui me disait « Mais on va dépasser !» Je disais « Non, je vous rassure, j'ai recalculé, j'ai refait mes règles de 3, on est vrai. » Mais voilà, on était obligé d'avoir un cap strict pour une question de lisibilité. Donc forcément, il y a des sujets qu'on n'a pas traités parce en fait, le critère souverain, c'était est-ce que ça nous parle non seulement de l'histoire de Juifs, mais de l'histoire de France. Et donc parfois, il y avait des choses qui relevaient peut-être plus de l'histoire interne des institutions juives françaises qu'on a un peu passé sous le boisseau, mais ça m'a donné des idées de plein d'autres livres. Mais à l'inverse, le fait de faire collaborer des gens de disciplines très différentes, parce que c'est une histoire politique, économique, sociale, culturelle, artistique, religieuse, interculturelle, etc. Ça permet de faire sortir des choses. Alors, Julien, vous qui êtes un spécialiste de la Kabbale, vous avez d'ailleurs publié un très bel ouvrage sur la Kabbale. Voilà par exemple un thème sur lequel on se dit il y a quand même eu des contributions très très importantes dans le sud de la France en la matière, dans le domaine de la halakha aussi. Alors bien sûr, on peut pas faire un livre dédié uniquement à la pensée juive, mais tout de même, on se dit que il y a un parti pris plus culturel que spirituel dans cet ouvrage. Je peux vous défendre peut-être, page 156, 155, le judaïsme provençal, les académies talmudiques de Narbonne, Lunel et Posquière, l'œuvre de Maïmonide en procès, la Provence et les débuts. Oui, c'est mentionné, c'est mentionné. Mais
on attendait plus. Voilà. Alors, Encore une fois, je comprends très bien qu'on peut pas faire l'impossible. Alors, l'autre écueil qu'on a voulu éviter justement et qui explique parfois ces manques, c'est que on ne voulait pas tomber dans le catalogue ou dans le who's who. En particulier sur le XXe siècle, on aurait pu faire parce que voilà, par exemple, on parle de la musique et des musiciens, des chanteurs juifs de l'après-guerre. C'est impressionnant. Voilà, parce que ça nous paraissait impensable de ne pas parler de Gainsbourg, de Barbara, de Georges Moustaki, de Jean Ferrat, de Jean-Jacques Goldman, etc. À partir du moment où on a posé ça, comment est-ce qu'on le traite? On fait une liste de portraits. Bon, comme le dit Jean Moutapa dans son introduction, les listes de juifs, ça a déjà été fait par des gens qui n'étaient pas forcément très bienveillants. Donc, il s'agissait de problématiser la chose, de se poser la question au-delà des individus, de qu'est-ce que ça veut dire un apport spécifiquement juif ou pas à la musique populaire française. Et donc oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont à peine mentionnés. Et pareil pour le Cabal, bon, on a essayé de le mentionner parce que évidemment c'est important, parce que c'est dans le territoire de la future France. Et puis il y avait aussi une contrainte voilà de lisibilité, de structure, parce que si on fait moi je peux commander 15 pages sur l'histoire de la Kabbale provençale. Non, mais il y a des gens qui font ça très bien aussi. Mais ça veut dire que si on fait 15 pages là-dessus, alors il faut qu'on fasse 15 pages sur ceci, cela, et on se retrouve avec un livre qui est 3 fois plus gros. Alors on va parler du contenu quand même un peu plus, je veux dire, pour montrer la diversité de ce livre et de tous les sujets abordés. Il y a 4 grandes parties. Ça suit l'histoire de France, selon les articulations assez classiques, de la Gaule au Moyen-Âge, de l'Ancien Régime à la Révolution, et de la Révolution jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis l'après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un mot peut-être de ce découpage, parce qu'on se rend compte que c'est un découpage historique pour l'histoire de France, mais qui correspond aussi, pour les Juifs de France, à des statuts, des situations très différentes. Ces articulations sont pertinentes aussi pour les Juifs. Peut-être. Oui, c'est vrai que ça reprend la quadripartition classique entre époque médiévale, époque moderne, époque contemporaine et temps présent. Ça, okay. En termes de périodisation juive, en gros, c'est les Rishonim, c'est les Acharonim avant l'émancipation, c'est le temps de l'émancipation et c'est le temps post-Shoah. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, on était obligé d'avoir des parties, tout simplement pour que nous-mêmes, on se repère dans ces 2000 ans d'histoire et qu'on sache qu'est-ce qu'on demande à qui, parce que aussi, on a les contraintes qu'on a sollicitées des universitaires. Les universitaires, c'est tous des spécialistes. Et quelqu'un qui est médiéviste, il n'est pas compétent pour parler de l'époque moderne. C'est artificiel, mais ça fonctionne comme ça. Mais au-delà de ça, oui, on a beaucoup voulu insister sur les continuités, c'est-à-dire que on s'est arrêté à 1394 officiellement pour la fin de la partie Moyen-Âge, parce que c'est la dernière expulsion des Juifs du Royaume de France. Sauf que en fait non, puisque en réalité en 1501 la Provence a été annexée entre-temps, il va y avoir encore une autre expulsion. Et 1501, c'est 10 ans après 1492, donc ça correspond à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc c'est cette césure-là. Et en fait, cette césure, elle est très étalée dans le temps, et elle ne signifie pas forcément la fin de la présence juive en France, ni la fin du fait juif dans l'imaginaire français. De la même manière, la Révolution française, oui, il y a une rupture avec un changement de statut juridique, mais ça a été précédé par des évolutions intellectuelles du côté des philosophes des Lumières et par des évolutions juridiques au sein des communautés juives. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs décennies que les tribunaux rabbiniques et les tribunaux royaux de la ville de Metz s'échangent des informations pour comprendre comment fonctionnent les uns les autres et avoir une certaine cohérence de comment ils jugent. Et pareil, même la Shoah, qui est la grande rupture, déjà, on voulait surtout pas en faire une partie en soi. On ne voulait pas faire de la Shoah un trou noir, une béance au milieu de l'histoire. On voulait montrer comment ça s'inscrit en continuité ou en rupture avec un passé, mais qui n'est pas détaché de ça. Et surtout, montrer que ce qui se passe après la guerre, ce n'est pas la reconstruction à partir d'un néant absolu. C'est-à-dire que les gens qui vont reconstruire le judaïsme, de la même manière que ceux qui ont reconstruit la France après-guerre, c'est des gens qui ont été des acteurs de la résistance, du sauvetage, etc., etc. Alors,
On va prendre quelques petits exemples quand même pour aller un peu plus loin sur certains sujets. Il faut quand même dire à partir de quand date la présence juive en France. Difficile de le dire, mais depuis 2000 ans finalement. En fait, bien avant la France, évidemment, puisque ça date de l'époque gallo-romaine. La grande question, parce que le plus ancien témoignage archéologique qu'on a, c'est une petite lampe à huile avec une double menorah dessus qui s'appelle la lampe d'Orgon, parce que ça a été retrouvé à Orgon, qui est un petit village à côté d'Arles, qui date du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est vraiment un objet juif? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des juifs qui habitaient là? Ou est-ce que ça veut dire que c'était un juif qui était de passage par ici et qui a perdu sa lampe? Ou est-ce que ça peut être un touriste romain qui est parti en Palestine conquise et qui a ramené un souvenir? Ça existe aussi. Le premier témoignage vraiment certain, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment, c'est le sarcophage d'une femme qui a été enterrée à Arles au IIIe siècle. Donc pour le coup, voilà, encore à l'époque de l'Empire romain, qui s'appelait Pompeia Judea, c'est-à-dire Pompée la juive. Donc elle est juive, parce qu'elle l'affirme, mais elle s'appelle Pompée, donc elle a un nom romain. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui va courir pendant toute la période. Bon, pour la période du Moyen-Âge, j'aurais quand même qu'on fasse un focus sur Rachi. Est-ce qu'on peut dire que cette œuvre colossale de Rachi, dans ce qu'on connaît, commentaire de la Bible, du Talmud, est-ce que ça a un rapport avec l'ambiance de la France de l'époque autour de lui? Et d'autre part, est-ce que ça marque aussi la France, et peut-être le français? Alors, ça marque d'abord la centralité, tout d'abord géographique, de la France du Nord dans l'Europe juive à l'époque. Centralité géographique, mais aussi centralité politique, c'est-à-dire que la France n'est pas encore un royaume où l'autorité du roi s'exerce directement, puisque Rachi dépend du comté de Champagne, pas du domaine royal. Et de la même manière, le duché de Normandie, c'est aussi un lieu de pouvoir très important, où il y a des académies talmudiques qui vont être fondées par les petits enfants de Rachi. Mais c'est quand même une centralité aussi politique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité politique dans le royaume de France qui permet l'éclosion et surtout la prospérité de certaines écoles intellectuelles, alors qu'en Allemagne très fragmentée, en tout cas, ça va se passer un petit peu différemment. Et pareil en Espagne. On est quand même à la frontière allemande. Hein. Il y a quand même autour du Rhin. On est à la frontière allemande. Troyes, c'est pas si loin de Paris non plus. C'est à peu près à mi-chemin. Et surtout, toute cette région-là, de manière très large, hein, c'est-à-dire que ce soit Rouen, que ce soit Évreux ou Blois, ou que ce soit Troyes et la Champagne en général. C'est quand même une zone qui est une zone de contact, d'échange et d'attractivité, aussi bien pour les maîtres espagnols que pour les maîtres allemands qui vont se rencontrer là, qui vont échanger et qui vont créer une Europe des savoirs qui existe dans le même temps au niveau latin et chrétien. On peut dire qu'aussi, rappeler que Rachi a apporté à la connaissance de l'ancien français. Alors pour nous, parce que la grande différence, c'est que les chrétiens écrivent en latin pour des gens qui savent lire le latin, alors que Rachi écrit en hébreu, et en hébreu rabbinique, on va dire, mais en s'adressant à des gens qui maîtrisent sans doute moins l'hébreu, et qui s'adressent à un public plus large, et donc il va utiliser des mots français pour expliquer ce qu'il veut dire. Et donc c'est tout simplement une réalité historique que c'est le plus grand glossaire qu'on a de mots d'ancien français, et vient de l'œuvre de Rachi. Un mot encore de cette fameuse école de Provence, très marquée par l'influence de la Kabbale qui était venue d'Espagne. Il y a toutes ces migrations comme ça d'écoles qui se font, et qui se trouve que le judaïsme là trouve dans cette Provence un endroit aussi pour leur produire des choses tout à fait extraordinaires, de toute cette école, notamment le Ravad à l'époque, qui est spécifiquement quand même kabbaliste. Oui, et encore, c'est pas que kabbalistique, parce que c'est aussi un grand foyer de sciences médicales, astronomiques, mathématiques, qui justement vont transiter par cette Provence depuis l'Espagne musulmane jusque vers le monde latin. Et ces maîtres de Provence vont être très actifs dans la traduction de textes de l'arabe en hébreu, puis de l'hébreu en latin, voire parfois directement de l'arabe en latin.
Et là aussi, c'est avant tout une question géographique et historique, c'est-à-dire que cette Provence, c'est vrai qu'à cette époque-là, elle fait pas forcément partie du royaume de France, en tout cas de manière plus périphérique, mais avant ça, c'était une partie intégrante de l'Empire carolingien, de ce qu'on appelait à l'époque la Francie occidentale, qui va devenir la France après, et où il y a une présence juive très ancienne. Il y a même des légendes qui disent que les Nessim de Narbonne ont été désignés seigneurs de cette ville-là par Pépin le Bref. Bon, tout ça c'est des légendes, mais ça dit l'inscription ancienne et politique de ce judaïsme provençal, qui est donc comme ça lui aussi à la jonction entre cette France du Nord et cette Espagne qui n'est pas encore l'Espagne, parce que en réalité ils sont surtout en lien avec la Catalogne, qui est justement la marche d'Espagne, c'est-à-dire qui est une province de l'Empire carolingien à l'origine, et qui ne participe pas à la Reconquista. Donc c'est une autre histoire. C'est pas l'histoire de l'Espagne chrétienne tournée vers la Reconquista. C'est pas l'histoire de la France du Nord et de la construction du pouvoir royal. C'est autre chose qui est à l'interface des deux et qui, avant d'être absorbé par les uns et par les autres, se construit une identité propre, à la fois en continuité et en différence. Peut-être pour sortir de l'aspect tout simplement historique, même qui est passionnant, sur le plan strict de la pensée, on a quand même à cette période deux pôles, un au nord et au sud, qui forment le centre du monde juif du point de vue intellectuel, avec une partie nord plus exégétique, plus talmudique au sens de l'interprétation, et puis au sud, une partie qui est beaucoup plus influencée par les idées, la pensée, notamment la pensée philosophique, et il va se passer au cours des siècles qui vont suivre une véritable fécondation entre ces deux pôles. La France a quand même été, et c'est important de le souligner, je parle pas d'un point de vue politique maintenant, mais de l'espace, le centre du judaïsme pendant une période très significative. C'est-à-dire que ce judaïsme provençal, c'est là où il va y avoir d'une part l'émergence de la Kabbale dont on a parlé, c'est-à-dire d'une pensée, d'une théologie, j'ai envie de dire, je n'aime pas le mot mystique, d'une théologie et d'un nouveau corpus dont on ne sait d'où il sort, mais qui ensuite va se diffuser en Espagne et partout dans le monde juif. Ça va aussi être, avant ça, le relais essentiel de la traduction en hébreu de l'œuvre de Maïmonide. C'est les Thibonides qui sont, oui, des Espagnols, mais établis en Provence, qui vont les traduire, qui vont le diffuser. Ça va mener à des controverses qui sont encore aujourd'hui déterminantes pour la pensée juive, c'est-à-dire le rapport aux sciences, le rapport à la philosophie, l'interprétation littérale ou allégorique de la Bible, c'est quand même pas rien. Les guerres d'anathème entre communautés dans le sud de la France, autour de l'œuvre de Maïmonide. Voilà, et qui implique effectivement aussi bien des Espagnols que des maîtres de la France du Nord. Et donc voilà, il y a tout ça. Alors, et ça va avoir une influence déterminante effectivement pour l'histoire juive dans son ensemble. On est obligé d'avancer un petit peu, de passer à la période suivante, deuxième grande période de l'Ancien Régime à la Révolution. On trouve notamment un article de Tristan Allonge, quand les auteurs français redécouvrent le peuple d'Israël de Rabelais à Racine. Il y a aussi un chapitre qui évoque la maranité supposée de Montaigne, et puis un peu plus loin un éclairage sur Jean-Jacques Rousseau, en se demandant si peut-être c'est pas le premier sioniste par rapport à tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette imprégnation du fait juif dans la culture française, le premier plan, de la Renaissance jusqu'aux Lumières, Julien Darmon? Alors, d'abord, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que cette période-là est officiellement une période où il n'y a plus de juifs en France. Sauf qu'évidemment, en fait, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il y en a au moins à Bordeaux, qui sont des maranes, qui assez rapidement assument ouvertement leur judaïsme, qu'il y en a dans le comtat venessin et à Avignon, parce que oui, d'accord, c'est les États pontificaux, ça fait quand même partie géographiquement de la France, et c'est en lien avec les néophytes de Provence. Il y a des juifs à Metz, beaucoup, et il y a des juifs dans toute l'Alsace rurale. Et de l'autre côté, donc, on a tout un monde intellectuel français qui ne se rappelle pas forcément qu'il y a eu beaucoup de juifs en France au Moyen-Âge, mais qui quand même, d'une part,
se réapproprie la culture biblique sur un mode qui n'est pas le mode du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est pas la Bible comme texte sacré, comme parole de Dieu, c'est la Bible comme réservoir d'imaginaire, réservoir mythologique avec donc toutes les pièces qu'on connaît, c'est-à-dire que on connaît l'Esther de Racine, mais Esther et Phèdre, voilà, c'est deux faces d'une culture biblico-hellénique qui se constitue à cette époque-là. Et ce que montre l'article, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand Racine écrit son Esther, par exemple, il ne s'inspire pas que du texte biblique qui est commun aux Juifs et aux chrétiens, mais qu'il va aussi aller piocher certains motifs dramatiques dans des midrashim, dans la littérature rabbinique. Et donc se pose la question de comment est-ce que quelqu'un comme Racine est au courant de midrashim, parce qu'en réalité, oui, il y a dans l'intelligentsia française une culture du savoir rabbinique qui persiste au-delà de juste la stricte connaissance du texte biblique. Alors, vient ensuite la Révolution, c'est-à-dire le coup de tonnerre, pour un mauvais jeu de mots de Clermont-Tonnerre, sa célébrissime formule, tout refuser aux Juifs en tant que nation, tout leur accorder comme individu, contrat émancipateur. Nous sommes le 23 décembre 1789. Alors, c'est une manière évidemment de proposer aux Juifs l'émancipation. 89, moi j'ai noté. Bon, pour la phrase, l'émancipation. Oui, non, ça c'est la phrase de Clermont-Tonnerre. Et ça nie quand même, proposition de l'émancipation pour les individus et négation quand même de quelque chose qu'on peut appeler la notion de nation. Et j'ajouterais que, et c'est une problématique qui est abordée dans le texte, toute la question de l'assimilation, avec l'ambiguïté aussi que ce terme suppose. Oui, en fait, comme vous l'avez dit, avant la Révolution, avant la Constituante, il y a tout le travail des Lumières, qui n'est pas que un travail français, qui se fait en interface avec les penseurs des Lumières allemandes, qu'ils soient chrétiens comme Christian Sandom ou juifs comme Mendelssohn, c'est-à-dire on importe ces débats-là, on importe ces textes-là, on réfléchit, et la grande question qui se pose, c'est finalement au nom de quoi et comment émanciper les Juifs. Au nom de quoi? Au nom d'un idéal des Lumières qui est l'égalité fondamentale de tous les êtres humains, indépendamment de leur confession religieuse, d'une explication du sort des différentes constituantes du peuple, non pas par un ordre divin, mais par des conditions historiques. C'est de la même manière qu'on va remettre en cause l'idée de monarchie de droit divin et de clergé, noblesse et tiers état, en disant non, ça n'a rien d'un ordre naturel. Ce sont des inégalités qui ont été produites par l'histoire, d'accord, c'est le fameux discours sur l'inégalité de Rousseau. De la même manière, on se dit pourquoi est-ce que les Juifs sont dans un état d'avilissement comme ça? C'est pas parce qu'ils ont été maudits par Dieu, c'est parce que les sociétés chrétiennes les ont contraintes à l'avilissement. Donc, à partir de là, on a une ambiguïté sur qu'est-ce que ça veut dire émanciper les Juifs. Émanciper les Juifs, ça veut dire non seulement leur donner les mêmes droits que tout le monde, mais ça veut dire les hausser à la même dignité socio-économique, j'ai envie de dire, que tout le monde. Mais pour ça, est-ce qu'on attend d'abord que eux-mêmes se soient régénérés avant de les émanciper, avant de leur donner le droit de vote, ou alors est-ce qu'il faut par principe les émanciper et que l'émancipation amènera pas l'assimilation, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais leur régénération. Il y a quand même une ambivalence. Il y a bien sûr qu'il y a une ambivalence, mais qui est une ambivalence qui dans leur discours est pas forcément une ambivalence, qui est une ambivalence par rapport aussi à un discours juif traditionnel à l'époque, qui est de dire est-ce que il faut accepter d'être les égaux des non-juifs, ou est-ce que le destin voulu par Dieu pour les juifs c'est l'exil, c'est le ghetto, c'est l'autonomie, etc. C'est aussi une révolution pour la pensée juive. Nous on s'en rend pas compte parce qu'on est les enfants de ça, y compris les plus orthodoxes. Oui, c'est une révolution, et c'est aussi une cassure. Il y a une espèce de plaque tournante où on voit les différents positionnements par rapport à cette question et les différentes expressions du judaïsme tourner autour de la question de savoir dans quelle mesure on participe à cet accueil, ou dans quelle mesure on se protège
de ce risque d'assimilation. Oui, sauf que, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, en France, personne n'est partisan de rester dans les ghettos ou dans un état subalterne. La question se pose de savoir jusqu'où on peut accéder aux demandes de réforme interne du judaïsme posées surtout plus tard en fait par Napoléon. Oui, alors justement, j'allais en venir parce que c'est la troisième grande partie, c'est le principe républicain à l'épreuve, qui commence donc par Napoléon, la convocation de son fameux grand Sanhédrin, et cette question, comment concilier citoyenneté et droit talmudique, c'est là aussi une période cruciale dans cette transformation. C'est non seulement une période cruciale à l'époque, mais c'est aussi des questions qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que de fait, il y a, pour le coup, il y a une ambiguïté fondamentale dans la demande napoléonienne, qui est une sorte d'interrogatoire, qui est en gros, voilà, le judaïsme est-il compatible avec la République? Donc, s'il s'agit de dire, bah oui, les Juifs, la loi juive est totalement compatible avec le respect des lois françaises, de l'état de droit, de ne pas voler, ça, il n'y a aucun problème. Après, si la République s'est définie par l'obligation pour la synagogue, par exemple, de reconnaître les mariages mixtes, oui, là, ça peut bloquer. Et c'est intéressant de voir que c'est assez peu connu qu'en réalité, il y a deux moments dans cet épisode napoléonien, parce qu'il y a d'abord une assemblée de notables, et ensuite il y a le grand Sanhédrin, auquel on pose les mêmes questions. Et l'assemblée des notables, qui est une assemblée laïque, dit, mais oui, mais les mariages mixtes, il n'y a aucun problème. Mmh. Tout ce qui était interdiction des mariages mixtes, c'était avec les Cananéens de la haute antiquité, mais nous sommes tous frères, on peut tous se marier ensemble. Et au grand Sanhédrin, où là, il y a quand même des rabbins, disent, attention, on peut pas faire n'importe quoi, il faut distinguer deux plans, c'est-à-dire qu'un mariage civil entre un juif et une non-juive est évidemment valable, et on ne pourra pas marier à la synagogue un juif qui est déjà marié avec une non-juive, mais pour autant, on ne peut pas faire à la synagogue un mariage entre deux personnes de confession religieuse différente, de la même manière qu'à l'église, vous ne célébrerez pas un mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Voilà comment les choses se négocient. Mais il y a à ma connaissance personne qui, dans le rabbinat français, dit non par principe, alors que ce sera le cas dans la réception de la Révolution et de l'Émancipation en Europe orientale, par exemple. Alors à partir de là, disons début du XIXe siècle, les citoyens français deviennent citoyens français de confession israélite. Alors voilà, ce terme est arrivé, c'est l'âge d'or des grandes synagogues. Et de même de confession mosaïque, c'est un terme utilisé à l'époque. J'ai noté qu'il y avait 250 synagogues construites en France jusqu'en 14, donc pendant un siècle là. Dans son article intitulé « Être israélite français », Joël Seban écrit que le nom d'israélite incarne cette rencontre, ou plutôt cette synthèse, entre les valeurs universelles françaises et le judaïsme. Et cette synthèse, ça va fonctionner, bon an, mal an, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, finalement. Oui, ou peut-être ça s'arrête avant, peut-être ça s'arrête pas. Ça, c'est une question. Mais ce qu'il faut dissiper comme idée, c'est que israélite serait une manière de cacher sa judéité. En fait, ce qu'on veut évacuer, c'est le mot juif, parce qu'il est perçu à l'époque de manière très péjorative. Mais ça, pour ceux qui inventent ce mot d'israélite, pour eux, ce n'est pas un adjectif. D'accord ? On n'est pas un Français de confession israélite, on est un Israélite français avec une majuscule, c'est-à-dire qu'on est un descendant du peuple d'Israël, on est un membre du peuple d'Israël qui est citoyen français. Et pour eux, il n'y a pas de contradiction là-dedans entre assumer pleinement son israélité et sa francité, parce que pour le coup, et c'est ça le fondement non pas d'un franco-judaïsme, encore moins d'un judéo-christianisme, mais d'un judéo-républicanisme, c'est que tout a changé pour les Juifs parce que le monde non juif et la France en premier est devenue républicaine, c'est-à-dire elle a établi un état de droit qui est différent de l'arbitraire royal, féodal, et on le verra dans la réaction des rabbins algériens à la conquête de l'Algérie, où ils diront voilà, le droit français n'est pas un droit arbitraire comme pouvait l'être le droit bellical, par exemple. Et non seulement ça, non seulement c'est la fin de l'arbitraire, mais les valeurs de la République sont fondamentalement des valeurs juives. La valeur suprême, justement, de la loi et pas du souverain, l'égalité, la liberté qui est... c'est intéressant, on a un document où on a une traduction, adaptation en hébreu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de la Hague en 1795. Et eux, ils interprètent
la liberté, essentiellement comme liberté de conscience, liberté de religion, liberté de réunion. Voilà. Déclaration avec les tables de la loi. Voilà, parce que c'est le modèle. Bon, il faut dire peut-être aussi un mot du développement de ce qu'on appelle la science du judaïsme. Hein, à cette période, la version française de l'allemande Die Wissenschaft des Judenstum. Là aussi, on peut parler d'une entrée dans le judaïsme dans la culture académique générale. Peut-être on peut dire un mot du grand rabbin quand même Tzadok Kahn, hein, qui a traduit, comme on le sait, la Bible, une traduction qui demeure encore aujourd'hui une référence. Alors, oui, il y a deux aspects à ça, effectivement. Il y a d'abord l'arrivée en France d'intellectuels juifs et de savants juifs, souvent allemands, qui vont devenir de vrais savants français, qui vont rentrer, pas juste qui vont faire leur petite société savante, mais qui vont intégrer les universités françaises, qui vont intégrer le Collège de France. Le Collège de France, faut le rappeler, c'est une institution créée sous le nom de Collège Royal par François Ier, où on enseignait dès le début l'hébreu à côté du grec et des mathématiques. Et donc il y a une chaire d'hébreu et d'études juives au Collège de France, et c'est Ernest Renan qui va l'occuper à un moment, puis Salomon Monk, donc un savant d'origine allemande, qui va ensuite l'occuper et qui va faire la première traduction en langue moderne du Guide des Égarés. C'est quand même qui reste jusqu'à aujourd'hui une référence. Et parce qu'il a fait non seulement cette traduction, mais il a fait l'édition critique du texte arabe, ça reste un monument. Et effectivement, plus tard dans le siècle, on a la Bible de Tzadok Kahn, donc il faut dire deux mots. D'ailleurs, il y en a deux, parce qu'il y a celle du rabbinat, qu'on appelle Tzadok Kahn, mais c'est une entreprise collective du rabbinat français. Et avant ça, celle de Samuel Cahen, qui était une sorte d'encyclopédie biblique avec une tonne d'articles dus notamment à des Salomon Monk, etc. Mais avec cette idée qu'il faut que les Juifs français puissent lire la Bible en français. Ça nous paraît évident. C'est pas évident à l'époque. Et c'est une démarche totalement inverse de celle qui a précédé à la traduction de la Bible en allemand par Mendelssohn presque un siècle plus tôt. Mendelssohn traduisait la Bible en allemand pour que les Juifs allemands apprennent la langue allemande. Un siècle après, c'est l'inverse. C'est que on veut que les Juifs français puissent lire la Bible dans une langue qu'ils comprennent, parce qu'ils ne lisent pas l'hébreu, et c'est bien incompréhensible. On n'a jamais demandé, avant très récemment finalement, à tous les Juifs de pouvoir étudier en hébreu, mais il faut qu'ils aient une Bible qui soit à eux, qui ne soit pas truffée de traductions tendancieuses qui viendraient des traductions chrétiennes, sachant que dans le même moment aussi, il y a un grand mouvement de traduction de la Bible en français, du côté protestant et même du côté catholique, parce que pour le coup, il n'y avait pas non plus de traduction catholique de la Bible en français. C'était un anathème complètement pour l'Église. Dernier chapitre de cette troisième partie s'intitule La trahison, avec notamment l'article de Marc-Olivier Baruch, Vichy, la France, les Juifs, et le bilan qu'on connaît, 74 150 déportés, 11 000 enfants, très peu de survivants. Le constat qui est fait dans l'article, une cassure dans le processus commencé avec la Révolution française, un processus d'invisibilisation, d'assimilation, de place naturellement trouvée par les Juifs dans la société française, et voilà cette cassure, on peut dire irrémédiable, enfin quelque chose s'est cassé à ce moment-là dans toute cette dynamique qu'on vient de décrire. Oui, je sais pas si c'était irrémédiable, parce que finalement on est là, d'accord, et on parle en français, en toute liberté, donc et d'ailleurs pour l'histoire politique française, c'est parler de rupture irrémédiable, c'est aussi une vision qu'on a aujourd'hui qui n'était pas forcément celle qu'on voulait imposer avant, où on parlait plutôt de parenthèse. C'est le discours de Chirac, la France ce jour-là accomplissait l'irréparable. Oui, tout à fait. Mais tout ça, c'est des éléments historiques qui demandent à être analysés. Et alors, ce qu'on a voulu montrer, déjà à la base, on voulait pas trop parler de la Shoah, on voulait pas que ça occupe tout l'espace. Bon, malgré tout, on a fait 91 pages dessus. C'est le chapitre le plus gros parce que on ne peut pas, quand on fait une histoire juive de la France, ne pas consacrer une page à la rafle du Veldiv, ne pas consacrer plusieurs pages, voilà, à la politique antisémite du gouvernement. Donc voilà, ça fait beaucoup. Mais on n'a pas voulu faire une histoire de la Shoah en France parce que ça plein de livres dessus, c'est pas la question. Nous, notre question, c'était voilà, qu'est-ce que ça dit du pouvoir politique, de la place des Juifs en France, etc. Et puis, bon, on était à l'époque encore dans les secousses secondaires des élucubrations
certains candidats à l'élection présidentielle, que je ne nommerai pas, et donc démontrer que non, Pétain n'a vraiment pas sauvé des Juifs, que à tout prendre, si on juge les gouvernements fascistes à ceux qui ont protégé le plus leurs Juifs, c'est l'Italie mussolinienne qui a gardé tous ces Juifs, alors que la France en a livré beaucoup plus, et qu'en réalité, cette question de savoir est-ce que on donne des Juifs ou est-ce qu'on garde des Juifs, c'est une question de souveraineté politique. Il y a un article passionnant sur tous les paradoxes engendrés par l'abolition du décret Crémieux en Algérie, parce que si les Juifs français d'Algérie qui sont français par le décret Crémieux perdent la nationalité française, ce n'est pas le cas de tous les Juifs qui sont en Algérie, il y en a qui ont été nationalisés à titre individuel, il y a des Juifs naturalisés français par Crémieux qui sont maintenant au Maroc, alors qu'est-ce qu'ils deviennent eux? Ils deviennent des sujets juifs du sultan marocain, un balagan pas possible. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est que d'une part, c'est vrai que c'est une trahison, parce que contrairement à ce qu'on raconte souvent, non, la France n'est pas massivement antisémite de l'affaire Dreyfus jusqu'à Pétain. Il y a un moment d'opinion antisémite intense au moment de l'affaire Dreyfus, mais qui disparaît avec la Première Guerre mondiale, et que les années 20 sont un moment où il y a peu d'antisémitisme, que ça remonte dans les années 30, avec la montée générale du fascisme en France et ailleurs dans le monde, mais c'est pas forcément un phénomène spécifiquement français. Donc toute notre question c'était ça, voilà. Qu'est-ce qui relève de dynamique propre à l'histoire de France? Qu'est-ce qui relève de dynamique plus large? Oui, ça c'est quand même une question très très importante, parce que tout à l'heure vous évoquez les questions des traductions. On voit bien aussi Rosenzweig et Martin Buber refaire des traductions avec la possibilité pour les Juifs allemands de renouer. Donc il y a quand même des dynamiques qui dépasse l'Hexagone. On peut pas isoler l'histoire des Juifs de France du reste de l'Europe. Non, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on a essayé de montrer à chaque fois. C'est-à-dire que quand on parle de la Révolution, de l'émancipation, on a demandé des articles sur comment est-ce que les Juifs allemands voient la Révolution française, comment est-ce qu'ils considèrent l'évolution, comment est-ce que, pour ce dont on va parler aussi, la façon dont les instances religieuses se constituent en France, avec le consistoire, puis avec la laïcité, comment ça induit des évolutions qui sont différentes de celles du judaïsme allemand, parce que voilà, le judaïsme allemand, c'est vraiment le modèle le plus proche. On est obligé d'avancer leur tour, parce qu'il y a cette dernière partie qui est aussi importante, quatrième et dernière partie du livre, la seconde moitié du XXe siècle, intitulée « Une société à réinventer ». Là encore, bien difficile de choisir parmi toutes les thématiques. Je commencerai peut-être arbitrairement par le renouveau des études juives en France dès l'après-guerre. Avec l'école d'Orsay, aussi le colloque des intellectuels juifs, ce qu'on appellera plus généralement l'école de pensée juive de Paris, donc André Neher, Léo Ashkenazi, Eliane Amado, Lévi Valency et bien sûr Emmanuel Lévinas. Il y a Catherine Chalier qui donne un article à ce sujet, qui cite une phrase de Lévinas, phrase programmatique de ce qu'il s'agit de faire à l'époque. Il est temps de faire remonter à la clarté de l'intelligence moderne les cathédrales englouties dans les textes. C'était un programme magnifique et qui a finalement réussi. Qui a réussi parce que, encore une fois, nous sommes tous les enfants de ça. C'est-à-dire, si nous, en tant que juifs français, ça nous paraît une évidence qu'il faut étudier le Talmud, qu'il faut étudier le Midrash, qu'il faut étudier les textes philosophiques juifs antiques ou médiévaux, ça vient de cette époque-là. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que avant-guerre, le limoud, pour le dire en termes juifs, l'étude, voilà, l'étude au sens de l'étude des textes de la tradition juive ne fait pas forcément partie de l'ADN du judaïsme français. Il y a des grands savants, il y a de la grande littérature, mais le limoud, c'est pas forcément ça. Et d'ailleurs, c'est assez peu ça dans le monde. Cette particularité qu'on va avoir, c'est que pendant la guerre déjà, on va avoir des acteurs, que ce soit Lévinas, que ce soit Gordin. C'est ça, les éclaireurs israélites. Voilà, les éclaireurs israélites, le Yeshurun, qui est un peu le versant orthodoxe, mais aussi les cadres de l'Alliance, qui vont se dire, voilà, il faut qu'on pense ce qui est en train de nous arriver, en tant que juif, et penser en tant que juif, ça veut dire le penser à travers ces textes de la tradition, mais de fait, les gens qui étaient dans les yeshivot à Brisk ou à Slobodka
c'était pas leur préoccupation de penser le monde à travers le Talmud. Eux, c'était d'étudier le Talmud. Se dire, on va penser le monde à travers l'étude juive, ça c'est un truc très français. Vous êtes la deuxième, finalement, dans cette école-là, dans la deuxième génération ou la troisième. Ouais, j'étais un élève de Manitou, de l'école Ashkenazi. Et justement, je voudrais dire que un des aspects intéressants du livre, c'est que vous présentez l'importance qu'ont été les colloques des intellectuels juifs de France qui, à partir de 1957, vont connaître un véritable essor et être une sorte de phare et de fierté, où il s'agit pas simplement pour les juifs de renouer, de prendre conscience qu'il y a un patrimoine extraordinaire dans le judaïsme, mais aussi de montrer, il y a une volonté d'universalisation, de montrer l'apport de la culture juive. Et là, ça c'est un aspect tout à fait essentiel qui, aujourd'hui, est peut-être un peu moins prégnant, enfin, selon mon sentiment. Il faut comprendre que c'est un des colloques des intellectuels juifs de langue française. Donc, déjà, de langue française, c'est un principe unificateur qui est intéressant. Il y a une spécificité à ce niveau-là. Et puis, c'est des intellectuels. C'est pas des colloques universitaires, d'accord? C'est pas un colloque des études juives en France. C'est des intellectuels, et la figure de l'intellectuel, c'est une figure très française. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui, pas seulement qui produit du savoir, mais qui produit de la pensée, et cette pensée-là, elle s'adresse à l'opinion publique dans son ensemble. Donc c'est un moment très particulier, parce qu'on va avoir plus tard, surtout avec la guerre de 67, l'émergence d'une parole politique publique juive, mais avant ça déjà, il y a cette idée que voilà, les juifs, les intellectuels juifs de langue française ont quelque chose à dire à la société française dans son ensemble, dans sa langue, et qu'il s'agit de penser ensemble. Et de fait, il y a beaucoup de figures qui participent à ces colloques-là. Alors il y en a qui sont des figures, on va dire, plus judéo-juives, comme Manitou Ner, mais des Lévinas ou des Yankelevitch sont des gens qui sont des philosophes, pas que des philosophes juifs, des philosophes tout court, qui participent à ça. Et puis ensuite, d'ailleurs, on va aussi faire venir d'autres penseurs. On va faire venir Roger Arnaldez, Sir Hamza Boubaker, quand il va s'agir de faire un colloque sur l'islam. Donc on va aussi poser les jalons, voilà, d'un dialogue de pensée à la française. Il y a ça, il y a tous les chanteurs qui sont qualifiés de passeurs d'imaginaire, chanteurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi dans cette encyclopédie, dans ce livre, des éclairages sur la diffusion par la radio, par la télévision, par l'édition. Et là, c'est vous qui avez fait ces articles. Oui, aussi, c'est important dans la période. Là aussi, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire, parce que je me suis amusé quand même, à faire des articles sur les collections à thème juif dans les maisons d'édition généralistes ou le judaïsme à la radio et la télévision publique. Parce que là aussi, c'est une spécificité française. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous avez des choses qui se publient sur le judaïsme à très grand tirage, mais en général, c'est des maisons d'édition juives qui s'adressent essentiellement à un public juif, qui est d'ailleurs assez nombreux pour qu'elles soient économiquement viables, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Mais aussi parce qu'il y a le souci de ces intellectuels juifs de s'adresser à un public général, que de l'autre côté, dans la société française, il y a un basculement déjà avec le traumatisme de la Shoah, qui fait qu'il y a quand même pas mal d'intellectuels français qui se disent « Attendez, il y a un impensé du fait juif et il faut qu'on s'y attaque », que au niveau chrétien aussi, il y a quand même le basculement total de Vatican II qui fait que les chrétiens, aussi bien catholiques que protestants, qui avaient déjà commencé ce travail-là, se disent il y a quelque chose à aller chercher à la source juive. Et les collections dont vous parlez, c'est des collections chrétiennes qui publient... Alors ça dépend lesquelles, c'est-à-dire que... de manière significative. Alors il y a d'une part donc Aleph aux éditions de Munich, c'est dirigé par Chouraki. Les éditions de Munich, c'est des éditions clandestines de la Résistance, c'est pour ça s'appelle les éditions de minuit. Vous avez Opuf, donc édition universitaire. Non, c'était Aleph, c'était Georges Lévite. Opuf, c'est André Chouraki, donc c'est une collection universitaire. Chez Albin Michel, il y avait déjà une collection orientaliste, spiritualité vivante, où on faisait déjà un peu de zen, de bouddhisme. Et donc, il y a le FSJU via Elie Munch qui dit nous on voudrait faire une collection juive, mais qui reflète la diversité des courants de pensée du judaïsme. Et après, il va y avoir Verdier, donc qui est un héritage à la fois de cette école philosophique et aussi d'un projet post-68 art de repenser la philosophie. Et le CERF, last but not least,
dirigé à l'époque par Nicolas Jansed, qui le dit explicitement. Il dit il y a que en France que une maison d'édition chrétienne pouvait accueillir une collection juive parce qu'il y avait cet esprit d'optimisme. Et pour la télévision et la radio publique, là aussi, c'est quelque chose qui se fait par une conjonction de facteurs. C'est que d'abord, on a commencé à mettre la messe à la télé sans réfléchir à pourquoi et en quoi est-ce que c'était légitime. Et après, on s'est dit, ben oui, en fait, c'est légitime parce que il faut que la télévision, qui est un mass média, reflète la diversité des courants de pensée. Le service public doit donner au public français la possibilité d'accéder à des pensées différentes. Et donc, la messe, oui, mais les protestants, les juifs, puis plus tard les bouddhistes, les musulmans, et à la radio les francs-maçons. En parlant de diversité, l'article intitulé « Des identités en mutation » signale la création d'Adat Shalom avec une très belle photo de vous, Riven, prise pendant une fête de Purim, je crois, dans les années 90. C'est finalement aussi par rapport au développment de cette ouverture française pour le mouvement Massorti. Ce qui serait intéressant, c'est d'entendre justement comment Julien voit les choses, mais c'est sûr qu'il y a eu, dans les années 90, un éclatement ou une ouverture plurielle des formes de judaïsme. Mais Julien, c'est à vous la parole. En fait, ça s'inscrivait dans une histoire longue, parce que, pour le dire très très rapidement, on va courir à travers les siècles, jusqu'en 1905, il n'y a qu'un seul judaïsme, c'est le judaïsme consistorial. La loi impose que tout soit sous le grand chapiteau du consistoire, et donc il y a au sein du consistoire une certaine diversité, en tout cas une souplesse, des compromis et tout ça. La loi de 1905 qui transforme le consistoire en une association cultuelle parmi d'autres possibles fait que des gens qui à l'époque avaient une petite salle à la Victoire se font virer de la Victoire parce qu'on les traite de modern style et de féministes. Les termes du débat n'ont pas changé, et donc ils vont louer un atelier d'artistes rue Copernic, ça va devenir l'Union libérale israélite de France. Maintenant, si on avance beaucoup plus tard, le judaïsme réformé va lui-même connaître une grande évolution, voire une révolution dans les années 60-70. Il va passer, pour le dire rapidement, d'un judaïsme réformé à un judaïsme libéral, et donc avec la création du MJLF, et la création du MJLF, mais ça c'est Rivon qui peut en parler mieux que moi, va à son tour susciter des gens qui vont se dire, bon finalement, avant c'était soit consistoire, soit Copernic, mais maintenant qu'il y a Copernic et le MJLF, peut-être que moi, j'ai envie d'être plus libéral que le MJLF, ou peut-être que j'ai envie d'être à mi-chemin entre le MJLF et quelque chose de plus orthodoxe. Donc il y a cette recherche-là qui se passe donc en France, en lien avec d'autres possibles ou impossibles aux États-Unis, en Israël, etc., qui font que alors ça s'arrête en 2000, cette histoire juive. Il y a donc les 23 années qui viennent de s'écouler, forcément qui ne sont pas de l'histoire encore. Est-ce que, dernière question, est-ce que cet élan, cette relation singulière se poursuit avec finalement autant d'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'elle soit moins active, qu'elle ait moins d'avenir, Julien Darmon? Ça, c'est une question plus personnelle, et c'est plus de mon sentiment, gut feeling, comme on dit en anglais, le sentiment des tripes. Non, il y a quand même des éléments d'histoire immédiate qui permettent de répondre à ça. C'est-à-dire que, oui, on vit aujourd'hui une période très difficile, très éprouvante émotionnellement, existentiellement. On se pose la question de notre avenir, mais l'historien de l'immédiat que j'essaye de faire en dilettante se dit que c'est pas la première fois. Vous remontez il y a 10 ans, c'était les mêmes questions. En 2012-2015, tout le monde disait le judaïsme français c'est fini, il faut tous partir en Israël. Même les plus grandes autorités consistoriales disaient ça. Vous remontez encore 10 ans avant, deuxième intifada, dans les années 2000-2002, tout le monde sortait son bouquin sur c'est la fin des Juifs de France, etc. Et après 67, beaucoup d'intellectuels, dont ceux du colloque, sont partis en Israël. Voilà, et avant ça, vous remontez, moi j'ai retrouvé des livres de Shmuel Trigano au tout début des années 80 qui disaient, voilà, après l'attentat de Copernic, c'est fini, le judaïsme français n'existe plus. Et effectivement, en 67, il y avait ce discours-là, il faut tous partir accueillir Mashiach en Israël. Donc voilà, on est scandé par ça, c'est structurel de se dire,
Est-ce qu'on a un avenir ici? Et finalement, paradoxalement, si on reprend dans l'autre sens tout ce qui s'est fait depuis 67, grâce à Dieu, on n'a jamais eu autant de synagogues, on n'a jamais eu autant de lieux d'études, d'initiatives, pour les côtés peut-être moins essentiels, autant de restaurants cachers, autant d'élèves dans les écoles juives, etc. Donc il y a une vitalité, il y a une solidité. Et le grand danger, c'est de ne pas se projeter dans cet avenir en se disant bon, c'est fichu, d'accord? Parce que non, de fait, ça fait 60 ans qu'on se dit qu'il y a peut-être plus d'avenir, et ça fait 60 ans qu'on construit un avenir malgré les soubresauts de l'histoire. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue pas. Dernier mot peut-être. Dernier mot, c'est grand merci, Julien, parce que vous et toute votre équipe, vous avez accompli une œuvre monumentale, et j'espère beaucoup que ça va se poursuivre. Je sais que autour de la même œuvre concernant l'essor du christianisme, il y a eu Jésus, puis il y a eu un après-Jésus. Alors on espère qu'il y aura une histoire seconde des Juifs et que ça va se prolonger et que la réflexion va s'approfondir. On l'espère, et en tout cas, voilà, moi j'ai travaillé pendant 2 ans de manière intensive avec donc les 150 auteurs, puisque moi j'étais pas le maître d'œuvre, mais j'étais celui qui était disons à la barre, à rassembler les textes et à dialoguer avec tout le monde, et il y a eu vraiment des belles rencontres, et comme on le disait au début, il y a des frustrations, il y a des sujets où on s'est dit il aurait fallu en dire plus. C'était pas le lieu forcément de le dire dans ce livre-là, mais j'espère que ça donnera lieu à d'autres projets. Voilà, on vous retrouvera peut-être pour en parler. Julien Darmon, merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. accepté de nous présenter donc ce livre Histoire juive de la France. Alors on peut signaler un prix de lancement très raisonnable finalement Oui. pour un livre Et aussi important, le livre moins de est- 50 voilà. euros, c'est ça? 49,90 €, c'était essentiel pour nous parce que on ne voulait pas faire un livre qui dormirait dans les bibliothèques universitaires. Nous, notre objectif, c'est que ce livre-là, les gens le voient en librairie, ils disent « Waouh, ça a l'air vachement bien, mais ça doit coûter une fortune », et puis ils se disent « Ah ben non, mais 50 €, alors à ce prix-là, je peux le prendre. » Et donc si je le prends, je le lis, je le fais lire, et je diffuse le savoir. C'est ça qui nous intéresse. Merci encore Julien Darmon, merci Révonne Merci Clégier, encore, merci Révonne. Merci. à tous et à toutes pour votre attention. Shiver